Salut les motivés de l'immobilier, salut Christophe qui est à Val-d'Aon dans le Doubs, Israël qui est à Strasbourg, Pascal qui est à Metz, n'est-ce pas? Yes. Margot qui est à Paris, Candice à Thionville va nous rejoindre tout à l'heure et on salue également ceux qui Avec vont mon nous assistante. regarder en replay. Donc, il y a les motivés qui vont nous rejoindre tout à l'heure. C'est Estelle et Polo, voilà, qui vont nous regarder depuis Longwy, Luxembourg, Ghislaine à Metz, Antonio qui est actuellement en Sicile, Jamila à Hayange, elle est en rendez-vous, elle va nous regarder juste après, Didier en Guadeloupe également, Jessica à Metz qui est en rendez-vous et qui nous regardera en visio. Alors ben voilà, super, bienvenue à toutes et à tous. Et on est avec Margot de Se Loger qui peut activer son micro pour nous parler aujourd'hui de l'actualité immobilière de cette fin d'année 2025 et peut-être des perspectives 2026. Exactement, tout à fait. C'est exactement l'objet de la réunion aujourd'hui. Donc, Salut Margot, on salue tous Margot du coup. Salut Margot. bonjour. Même Pascal qui est un peu occupé. Et Nawel qui a, bon, en fait, elle a coupé son micro parce qu'il y a sa fille avec. Mais ben voilà, donc. Non, je suis là maintenant, c'est bon. Ok, dis-nous tout, Margot. Donc, quoi, je joins Super. Mais du coup, tu me dis quand c'est bon pour toi, si tu vas C'est bon, tu peux y aller. Ouais. On t'écoute. Super. Allez, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Hop, comme ça, on va pouvoir démarrer. Alors, afficher. Donc, je sais pas comment vous le voyez de votre côté. On le voit un petit peu loin. Hop. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. On voit l'écran, super, nickel. Super, parfait. Donc aujourd'hui, l'idée de ce court module de 30 minutes, c'est de vous parler du coup des tendances du marché immobilier avec les éléments chiffrés issus de notre conférence de presse de début septembre. Donc là, je vais vous parler donc de tout ce qui s'est passé au premier semestre, également des perspectives pour les prochains mois et pour 2026. D'accord? Donc un ordre du jour assez complet. Donc, comme je disais, le bilan de ce premier semestre, qu'est-ce qui a pesé sur la reprise? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas eu un marché aussi dynamique que ce que l'on aurait souhaité? Les perspectives. Et enfin, si on a le temps en fin de session, je vous ferai un petit rappel de l'option que vous pouvez activer dans votre compte MySology Pro pour capter plus de leads acquéreurs. Je sais qu'on l'a vu en formation, mais il y a encore beaucoup de clients qui n'ont pas activé l'option. Donc, l'idée, c'est simplement de vous faire un rappel que vous avez une option qui est inclue dans votre contrat. Au niveau du bilan de ce premier semestre, pas mal d'éléments à vous partager. Au niveau de la courbe que vous avez donc à l'écran, vous allez retrouver l'évolution des transactions depuis 2005 avec différentes fluctuations et notamment le pic en termes de transactions pendant les années Covid. On avait atteint plus d'1,5 million de transactions, donc des années assez exceptionnelles. Suite à quoi on a eu 3 années de turbulence, dues notamment aux taux d'intérêt qui n'ont cessé de fluctuer et par conséquent un marché qui est un peu plus complexe, qui n'a cessé du coup, on a eu un cycle baissier très clairement, jusqu'à atteindre le point le plus bas je crois que c'était au deuxième semestre 2024, où on avait un nombre historiquement bas de transactions. Là, on repart. On repart dans un cycle haussier, on le voit depuis le début de l'année, on a entamé une mécanique donc inversée, avec un cycle haussier, avec un peu plus de transactions, et vous voyez sur la droite de ce slide-ci, vous avez des petits points noirs qui correspondent aux prévisions du volume sur les promesses de vente enregistrées sur Meilleur Agent. L'idée, c'est de se dire qu'on a terminé l'année dernière avec environ 770 000 transactions, je crois par là. Là, cette année, on va terminer avec environ 925 000, soit une hausse de plus 8,2%. Autrement dit, on a un marché qui repart. Est-ce qu'on va être exactement à 925 000? Voilà, on n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on est sur un cycle aussi avec plus de transactions. D'accord? Donc, par rapport à ça, on se veut rassurant. On a un marché qui repart. On a eu un printemps, par contre, qui a été moins dynamique que prévu en termes d'activité. Alors, ça peut être expliqué par différents types de phénomènes, mais le premier qui vient à l'esprit finalement et qui est tout à fait compréhensible, c'est le fait que les acquéreurs ont été très attentistes. C'est-à-dire que on a tous les acteurs de l'immobilier, moi la première, on avait anticipé d'avoir un taux d'intérêt qui allait passer les barres symboliques de 3% à l'été, donc un peu moins de 3%. Ce qui a fait mécaniquement qu'on a eu beaucoup d'acquéreurs qui ont reporté leur projet d'achat.
et qui donc ne sont pas forcément positionnés durant ce premier semestre. Ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons telles que le contexte géopolitique, Trump, Poutine, bien d'autres, qui font que le marché est un petit peu complexe et que certains acquéreurs ont peut-être pris peur et se sont dit ok, je reporte mon projet d'achat plus tard. Néanmoins, on sait que le plus tard, il ne peut pas être constamment reporté et qu'il va y avoir des transactions qui vont se faire. C'est le marché qui naturellement va reprendre son cours. Dernière information pour celles et ceux qui me diraient par exemple oui mais 925 000 transactions, on est quand même loin du 1 100 000, parce que j'ai souvent eu le retour. Alors 1 100 000 c'était très bien, mais c'était un petit peu, pas une anomalie au niveau du marché, mais c'était historiquement élevé, et très clairement on peut pas se dire qu'on va retrouver ce volume-ci dans les prochaines années, parce que c'était très important comme volume. Partez du principe qu'une année saine sur un marché immobilier, c'est entre 850 000 et 900 000 transactions. C'est ce qui correspond à un niveau de rotation tout à fait acceptable, et c'est un marché sain dans cette tranche-ci. Donc 925 000, on est tout à fait OK. On a un nombre de transactions qui correspond finalement à un marché sain. Ce n'est pas un effondrement du marché, contrairement à ce que certains pouvaient évoquer il y a quelque temps. Pas du tout. On a des prix qui ont arrêté de baisser. Donc, ça peut être une bonne ou moins bonne nouvelle en fonction de quel côté on se positionne. Pour les acquéreurs, forcément, ils s'attendaient encore que les prix continuent de diminuer pour pouvoir potentiellement se positionner sur un achat. Pour du coup les vendeurs, le fait que les prix ont arrêté de baisser, c'est plutôt pour une bonne nouvelle, parce que du coup ils vont peut-être pouvoir espérer faire une petite plus-value ou autre. Donc vraiment, au niveau du phénomène de l'évolution des prix, vous voyez sur la droite, on va avoir des évolutions de prix donc à la baisse entre septembre 2023 et 2024. Entre 2024 et 2025, on a des prix qui repartent à la hausse, d'accord? Alors, elle se veut modérée si on fait une moyenne sur la France, on est à plus 0,8%. Néanmoins, c'est quand même une hausse, d'accord? Donc, on a une reprise au niveau de l'évolution des prix qui est timide, mais qui a le mérite d'être là. Là, je vous ai mis également la cartographie. Comme ça, vous allez voir l'évolution globale. Donc, comme je vous le disais, l'année dernière, on avait des évolutions de prix donc à la baisse. L'ensemble, finalement, du territoire, hormis Lille, avec plus 0,1. Sinon, la très grande majorité des villes étaient en évolution de prix négative. Là, la machine a tendance à s'inverser. On a des évolutions positives dans la quasi-majorité des villes, à l'exception de Rennes et Lille. Mais sinon, les villes repassent globalement dans le vert au niveau d'évolution des prix. Je vous montrerai également par la suite les prévisions pour les prochaines semaines et pour 2026 pour que vous puissiez avoir une idée des tendances en termes d'évolution des hausses. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, ouais, en tout cas, ça c'est intéressant, notamment pour les nouveaux arrivés. En fait, après une période de 3 ans de difficultés sur le marché, on repart sur une dynamique en termes de volume, de transactions et puis de dynamique de prix qui se remettent légèrement à la hausse, ce qui pourrait inciter les gens, les vendeurs à mettre leurs biens en vente. Et puis, ouais, donc ça c'est quand même positif pour ceux qui se lancent dans l'immobilier et ceux qui ont tenu ces 3 ans difficiles pour maintenant, voilà, aller vers des beaux jours, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, on a un marché qui repart. Donc, même si tout le monde n'a pas la sensation que le téléphone a sonné ces derniers temps, sachez qu'ils vont forcément se positionner. On a eu en 2024 un nombre d'alertistes assez phénoménal. On a à peu près 1 million d'alertes créées par mois sur nos portails. C'est du jamais vu. C'est C'est quoi les historiquement alertes? élevé. Les alertistes? Alors, les alertes, ce sont les internautes qui ont créé une alerte pour être notifiés par Ah oui, mail oui. Ok. des biens qui leur correspondent. Et donc en 2024, plus d'1 million d'alertes créées par mois, ça n'arrive jamais. Donc ça veut dire clairement qu'en 2024, ils étaient là, ils avaient un projet d'achat, que tous ont attendu, qu'une partie d'entre eux attendu du coup que les prix ils évoluent peut-être à la baisse et que les taux d'intérêt diminuent. Mais là, très clairement, on va avoir du coup des acquéreurs qui vont se positionner parce qu'ils ne peuvent pas reporter indéfiniment leur projet. Et on le voit hein, en termes de contact, on a des demandes qui repartent à la hausse. Ok, super. Donc ce marché de la session, on a vu que tout ce qui était achat, c'était un petit peu complexe durant ces dernières années. On avait des taux d'intérêt qui étaient assez élevés et notamment des primo-accédants, mais pas que, hein, qui ont été peut-être en incapacité d'investir parce que les banques ne prêtaient pas forcément. C'est surtout eux qui ont été impactés parce que ce sont eux qui dépendent finalement de l'octroi des prêts bancaires. On a également eu peut-être sur le marché du neuf et la construction, moins de programmes qui sont sortis, donc des investisseurs qui ne sont pas forcément positionnés pour mettre des biens par la suite en location. Donc tous les marchés finalement sont à peu près connectés. Quand il y a un marché qui est un petit peu complexe, moins de programmes qui ont été construits, forcément
moins de projets location derrière pour les investisseurs, donc moins de biens proposés en stock. L'état des stocks des biens en location est historiquement bas, d'accord? Donc on a ceux qui historiquement restent sur le marché de la location, on a les investisseurs qui n'ont pas forcément eu des studios pour mettre en location, donc ça a contribué aussi à cette pénurie. Et du coup, on va avoir aussi ceux qui n'ont pas forcément pu investir. Donc tout ça, ça a créé un déséquilibre de l'offre et de la demande, une offre au plus bas et une demande qui a explosé finalement, qui a eu comme impact de faire augmenter les loyers de manière très significative. Donc double peine pour ceux qui non seulement n'ont pas pu investir, mais qui derrière ont vu des loyers assez importants. La hausse, elle se ralentit quand même hein, depuis fin 2024. Elle reste néanmoins plus forte que l'inflation. Donc on a un marché de la location qui reste assez instable, qui finalement se porte un tout petit peu mieux au niveau des hausses, mais n'est pas revenu à son état de base. On va voir comment il va se comporter dans les prochaines semaines et prochains mois, mais sachez qu'il y a forcément des connexions entre les marchés qui font que c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de vous partager ce type d'informations-là. Ok. Donc, Margot, dis-moi, oui. donc en fait, sans doute, les personnes qui ont vu des hausses de loyer, tout ça, vont peut-être se dire, entre garder un loyer élevé à fond perdu et puis faire un achat, il y a peut-être une bascule qui va se faire sur Tout à fait. des Ouais, recherches. Donc ça peut être exactement. une aussi. Mm. Exactement, parce que ceux qui sont en location, qui ont vu du coup les loyers qui ont flambé, finalement ça correspond à peu de choses près, ou même des fois le loyer est plus cher que de rembourser des mensualités à la banque, en fonction bien Oui. sûr du secteur sur lequel on se trouve. Mais bien évidemment, certains ont vu leur loyer mais augmenter de manière assez fulgurante, et donc du fait que justement on va le voir par la suite, mais là pour nous c'est le bon moment pour acheter justement parce que les taux d'intérêt ne vont pas forcément aller dans le sens que les acquéreurs souhaitaient, donc on va pas aller vers une diminution des taux d'intérêt. Donc pour le coup, c'est le moment de se positionner, d'accord? Mhm. Et ceux qui ont la possibilité aujourd'hui d'investir vont pouvoir le faire justement parce qu'on a un marché de la location qui était tellement complexe pour eux il va y en avoir qui vont effectivement basculer. Mais dans tous les cas, plus de transactions à venir, on le sait, parce que il y a eu beaucoup d'attentistes et on sait qu'ils vont se positionner finalement sur ce marché-ci, parce qu'on ne peut pas reporter indéfiniment de toute façon son projet immobilier. Donc nous, on se rassurant par rapport à ça. Le discours est positif mais réaliste. Donc vraiment Ok. par rapport à ça, voilà. Margot, autre question. Est-ce que, en fait, on a fait des analyses avec les motivés, je pense notamment à Christophe hier, où on regardait sur son marché. Est-ce que ça peut être aussi plus général? Il y a un dynamisme apparemment qui est plus important sur le marché des appartements que sur le marché des maisons. Est-ce que vous le constatez également? Mmh, alors on avait plus de dynamisme sur les maisons, notamment post-Covid, où on avait des acquéreurs qui voulaient Ah oui, plus sûrement, ouais. d'espace, des extérieurs, et forcément le prix des maisons a nettement augmenté par rapport à celui des appartements. Après, on a une tendance qui s'est un tout petit peu inversée. On a eu un effet vraiment assez fulgurant pour le marché des maisons. Maintenant, on a du fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui rétropédalent sur la partie télétravail notamment. On a Mhm. des acquéreurs qui se rapprochent maintenant progressivement des villes et qui vont peut-être repartir sur des appartements. Néanmoins, on a toujours un marché, voilà, les maisons sont toujours attractives, mais les politiques de télétravail n'étant plus très favorables, vous le savez, je pense que ça ne nous a pas échappé. Post-Covid, on a eu une explosion très Mhm, clairement clairement, ouais. d'offres d'emploi sur du full remote. Clairement, qu'est-ce que les acquéreurs ont fait? Ils ont fui pour les campagnes, pour des maisons, pour des extérieurs. Maintenant, ça, c'est un élément qui joue pas forcément en faveur. Donc certains sont revenus, se sont rapprochés. Mais il y a toujours un marché qui est hyper intéressant pour les familles de manière générale, ou même pour ceux qui cherchent un cadre de vie avec un équilibre. Donc c'est un marché qui reste quand même hyper intéressant, la maison, tout à fait. Ok. Donc en tout cas, faut regarder son marché, secteur par secteur, Ouais, localité par localité, et sachant que voilà, toi tu interviens sur une vision macro sur la France, mais voilà, il faut ouais. vraiment regarder ça ville par ville et secteur par secteur. Mm. Alors dans ce cas-là, moi ce que je peux vous recommander de faire, si vous souhaitez avoir une vision dans votre secteur, c'est d'aller voilà, je vais vous envoyer le lien directement dans la visio. Hop. Donc, j'envoie un petit message dans le chat. Voilà. Donc là, vous avez donc le site Meilleur Agent.
Si vous souhaitez savoir un petit peu comment le marché se comporte dans votre secteur, Mhm. vous avez une barre de recherche. Vous allez renseigner votre code postal et là, on va vous parler un peu plus dans le détail du pouvoir d'achat, de l'évolution des prix des appartements, des maisons. Donc ça peut être intéressant si vous voulez affiner votre compréhension du marché local, d'utiliser ce lien-ci. Vous aurez des éléments chiffrés actualisés et ça permettra de compléter, en tout cas, la présentation du jour. Ok, super. Voilà. Du coup, on a vu l'image à date de ce marché-ci. Qu'est-ce qui a pesé finalement sur la reprise? Donc, on avait, nous, anticipé des taux d'intérêt qui auraient passé la barre symbolique des 3%. C'est pas ce que l'on a eu. On était à 3,25 en début de mois, en moyenne en France. On a un taux d'intérêt qui est reparti un petit peu à la hausse, dû aux différentes instabilités que l'on verra par la suite. Les taux, du coup, repartent un petit peu. Alors, pour autant, c'est pas un énorme problème en soi. Pourquoi? Parce que 3,25, ou même si on augmente un peu, Oui, ça reste ça honnête, reste hein, en très fait. raisonnable. Voilà, tout à fait. Mm. Si on le compare aux années Covid, oui, effectivement, on peut dire que c'est plus élevé, mais il Oui, ne faut quand on pas était à sous-estimer. 1%, même pour ça, on peut faire un peu une croix dessus. Mais c'est Oui, vrai que la Banque centrale européenne a vraiment baissé de manière significative les taux, ouais, bien plus que les 2,9. Mais en fait, les banques, finalement, elles ont minoré leur baisse parce que ouais, quelque part, elles se rattrapent de la période où ils étaient à 1%, quoi. Donc, tout à fait. ils empruntent auprès de la BCE à un taux de 2,2, 2,5, mais ils se font leur marge en restant sur du 3,25 en moyenne, quoi. Exactement, tout à fait. Oui, on a une main qui s'est levée, oui. Bonjour. Du coup, ma question est la suivante. Quelles sont les conséquences concernant le pouvoir d'achat des acquéreurs en fonction du coup des taux? Alors, on va le Voilà, voir juste l'évolution après. du coup Ouais, 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 de ce qu'on avait avant pendant le Covid et aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, très rapidement, comment du coup je analyse du coup les choses quand je suis également sur un rendez-vous clientèle. Je vois du coup les taux anciens, les taux du coup aujourd'hui, forcément il y a des répercussions en termes de pouvoir d'achat que les personnes du coup ne peuvent pas bénéficier de plus de ce qu'ils avaient du coup avant quand il y avait des taux à 1,2 ou à 1,3, etc. Là, les taux ayant augmenté, forcément du coup ils ont moins de possibilités. Donc c'est ça que je vois. Mhm. ok. On va le voir dans les slides qui suivent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le pouvoir d'achat immobilier n'a pas été trop impacté et qu'au contraire, ils ont retrouvé un petit peu de superficie. Pourquoi? Parce que justement, l'inflation a été maîtrisée et que les revenus ont légèrement augmenté. On va le voir par la suite, mais en tout cas, sachez que le pouvoir d'achat reste tout à fait correct. Oui, on a des taux d'intérêt qui augmentent, mais pour autant, ils peuvent quand même se positionner parce qu'ils pourront toujours renégocier leur taux de, comment dirais-je, leur taux d'intérêt. Et c'est toujours le bon moment pour acheter pour eux, d'accord? Parce que Mhm. l'équation globale, plus de revenus, une inflation maîtrisée, des prix qui ont baissé, qui ont pas mal baissé dans les temps, ils peuvent acheter. Ils peuvent acheter, on va le voir juste après, qu'ils ont gagné un petit peu de superficie. Ouais. Justement, Et par c'était... rapport Oui, par rapport au contact qu'on peut avoir avec la clientèle, moi je serais plutôt à ne pas comparer les taux actuels. Je ne sais pas si tu peux revenir sur la slide avec les taux, oui, mais ne pas comparer les taux actuels avec les taux type des années Covid, mais plutôt de comparer les taux actuels avec les taux qui avaient flambé à 4,5% en janvier 2024. Et pour leur montrer qu'on est sur une période favorable, puisqu'on n'est plus sur des taux élevés à 4,5, mais qu'on a gagné un point et demi. Et donc ça leur est favorable. Il vaut mieux faire un comparatif qui est à leur avantage, je veux dire. Et ne plus penser à ces années Covid, avant Covid, où les taux étaient extrêmement bas. ouais, exactement. Il faut comparer en fait deux périodes qui sont comparables, où on a un Mm. marché immobilier qui était relativement similaire. Le comparer aux années Covid, c'est comparer avec Non. un marché qui avait strictement rien à voir. On peut pas Mhm. comparer deux marchés immobiliers qui sont drastiquement opposés, parce que sinon la conclusion qu'on va en tirer ne sera dans tout cas pas la bonne. Donc vraiment comparer à il y a un an, ça permet d'avoir une lecture qui soit la plus juste possible et qui montre effectivement le fait que les taux d'intérêt ont diminué. Mhm. Donc C'est ça ça, va quand ouais, même dans le bon effectivement, et que ça sens. leur est favorable, ouais, tout à fait. Avant que tu, Exactement. que tu continues, Margot, on accueille Jamila, bienvenue à Jamila Bonjour. dans la physio, et Candice également qui nous a rejoint. Voilà, salut à toutes les Bonjour. deux, et hop, on peut Bonjour. continuer du coup. Bonjour. Bien sûr. Donc là, pour répondre à la question que l'on a eue tout à l'heure, on a un pouvoir d'achat immobilier qui se restaure progressivement. Vous voyez là, par rapport à la période avant janvier 2024, on avait un pouvoir d'achat qui était quand même assez bas. Pourquoi? Parce qu'on avait un marché qui clairement était clairement en baisse, une inflation qui était importante. Là, on retrouve progressivement du coup un pouvoir d'achat immobilier qui se restaure. On a gagné
à peu près environ plus 7 mètres carrés. Ça peut sembler peu, mais finalement, ça va dans le bon sens. Parce qu'ils ont retrouvé C'est ce pouvoir quasiment une d'achat. pièce, hein, c'est super. Exactement. Alors là, la perte de valeur immobilière. Donc c'est également un point important à vous partager pour différentes raisons. On va le voir. Donc déjà, premier élément, pour les clients, par exemple, un client acquéreur qui aurait du coup investi en 2016 et qui aurait décidé de revendre en 2020, vous le savez, en général, vous conseillez à vos clients de rester propriétaire au moins 5, même plus de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut amortir ce projet d'achat. Quelqu'un qui aurait acheté en 2016 et qui aurait décidé de revendre 4 ans plus tard aurait fait une plus-value extraordinaire. Pourquoi? Parce que le marché des années Covid était clairement exponentiel. Donc pour eux, c'était une opération 100% gagnante. Pour ceux qui ont investi en 2020 et qui souhaiteraient revendre aujourd'hui, ils auraient une moins-value de 11%. Pourquoi? Parce que le marché a évolué, mais dans le sens inverse. Mais encore une fois, c'est pas un problème, c'est que le marché se régule. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK. Vous, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que si vous avez un client acquéreur de l'année 2020 qui souhaite revendre aujourd'hui, sauf s'il y a un accident de vie qui fait qu'il est contraint de revendre, sinon vous conseillez-le et proposez-lui d'attendre encore quelques années avant de vendre. Parce que s'il souhaite faire une plus-value, il faut attendre pour amortir son achat et rentrer dans ses frais. Là, vous avez du coup l'acquéreur de 2015 qui décide de vendre 60 mois plus tard en ayant injecté un apport de l'ordre de 50 000 € pour couvrir les frais notariales, d'agence, etc. S'il veut revendre au bout de 60 mois, lui, il est gagnant. Parce que le marché de 2015, finalement, et le marché de 2020, ce n'était pas du tout le même marché, c'était exponentiel. Donc lui, il est gagnant. Et là, si on compare avec l'acquéreur de 2020, vous voyez, il n'est pas gagnant parce qu'il ne va même pas récupérer son apport initial de 50 000. C'est tout à fait normal, parce que le marché n'a pas évolué de la même manière. Donc celui qui viendrait vous voir aujourd'hui, qui dirait, voilà, j'ai acheté en 2015, je le revends aujourd'hui. Ok, pas de souci, votre achat il sera complètement amorti. Celui qui vient vous voir un achat de 2020 ou après 2020, c'est pas idéal. Idéalement, il faut attendre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la courbe ici, qui vous montre que les biens achetés après 2020 sont revendus à perte en 2025. Le marché il a évolué, pas forcément dans le sens que ceux qui ont investi après 2020 auraient souhaité, mais le marché va se rééquilibrer dans tous les cas. Donc idéalement, il faudrait qu'ils attendent d'être au moins à 7 ans, je pense, d'investissement pour commencer à rentrer dans leurs frais. Et la courbe, elle est très parlante. Tous les acquéreurs de 2015 à 2020 peuvent rentrer dans leurs frais. Et il y a des plus-values intéressantes. Après, il faut un petit peu attendre, justement, pour éviter de revendre à perte. Plus d'un vendeur sur 5 vont à perte aujourd'hui. Parce qu'on a une réalité du marché, que tous les acquéreurs d'hier ne sont pas forcément au courant qu'en étant vendeur aujourd'hui, le marché il a évolué. Donc à vous, voilà, d'accompagner les clients, de les rassurer en leur disant qu'ils vont pouvoir vendre, mais que s'ils ont acheté leur bien il y a moins de 5 ans, il faut un petit peu attendre. Oui, on a une main qui s'est dit. Encore une question, du coup, parce que je me la posais également dernièrement. Est-ce que nécessairement vendre à perte, c'est vendre en dessous, enfin, c'est vendre du coup en dessous du prix auquel on a acheté à l'époque, ou c'est juste en fait, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, c'est que le marché en fait c'est régulier, donc c'est plutôt se positionner enfin, en fonction du marché aujourd'hui. Donc en fait, ça va dépendre de comment en fait on prend cette notion et dans quel angle on le voit, parce que eux ils espèrent faire une plus-value, sauf qu'ils veulent faire une plus-value sur un marché qui est baissier. Alors c'est là où du coup la notion est quand même Oui. à voir. Comment on peut faire une plus-value sur une pente descendante? C'est ça que j'essaie de En fait, comprendre à mes clients aussi. ouais, en fait, on parle de plus-value ou de moins-value lorsque le patrimoine net après la vente n'est pas à l'équilibre. C'est-à-dire que j'investis un montant, j'ai eu également des frais d'agence, des taux d'intérêt, des frais bancaires, etc. Les frais de notaire Une fois aussi. que je revends, comment, Pascal? Les frais de notaire aussi. Voilà, les frais de notaire, exactement. Donc, une fois que j'englobe tout mon projet d'achat, si je revends, est-ce que je rentre oui ou non dans mes frais? Si la vente ne me permet pas de couvrir tous les frais d'achat, dans ce cas-là, on peut partir du principe que je ne suis pas en plus-value. Par contre, si j'arrive à couvrir tout et à faire, comment dirais-je, à l'équilibre qui se fait, si j'arrive à avoir un montant supérieur au projet d'achat, là, on parle d'une plus-value. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Oui, ça c'est Mais en la tout cas, notion. l'idée, c'est vraiment d'avoir un patrimoine net après la vente qui soit supérieur à l'investissement total de mon projet d'achat. Et là, vous voyez que, alors je vous ai dit dans les slides précédents que on avait des acquéreurs après 2020 qui étaient perdants. Là, si on s'intéresse de beaucoup plus près au patrimoine net après la vente, on constate que c'est ceux des 3 dernières années qui vont être le plus fortement impactés. D'accord? Ouais. Exactement. C'est pour ça que si vous avez des acquéreurs d'il y a 3 ans qui viennent vous voir aujourd'hui, je vous recommande vivement de les faire patienter un petit peu s'ils ont la possibilité de le faire, bien évidemment.
Après, À ça retenir, dépend. oui, En fait, allez-y. je dirais ça dépend après de l'état du bien. Enfin, il y a avant travaux et après travaux. Donc, automatiquement, le plus-value, il va augmenter. Voilà, après à vous de voir en tant que professionnel les éléments de plus-value, comment vous pouvez vous estimer le bien. Voilà. D'avoir également un échange avec le vendeur pour savoir qu'est-ce qu'il a en tête comme élément et ce que vous pouvez lui proposer aujourd'hui vu l'état du marché, en comparant avec des biens similaires dans le secteur. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre sur la table les éléments, les points forts et également peut-être les éléments de rénovation qui pourraient permettre au vendeur de conscientiser le fait qu'il ne peut pas forcément vendre à un prix fixe parce que finalement le marché a évolué et que voilà, il faut comparer également ce qui est comparable. Et Voilà. s'il y a des travaux de rénovation, oui, c'est Margot, du coup, c'est vrai que pour ceux qui auront acheté voilà, sur ces 3 dernières années et qui voudraient revendre, bon, cependant, la majeure partie des personnes qui revendent, parce qu'on sait que le cycle d'achat-revente est en moyenne, tu vas me corriger, mais je crois que c'est 7 ans, c'est ça? En moyenne, ou alors. C'est un petit peu, là, c'est un petit peu baissé, c'est assez surprenant justement. En moyenne, on dit à peu près 5 ans pour amortir un achat et là, je vais vous montrer que justement, même si le marché immobilier, il évolue dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité, qu'il faut moins de temps pour amortir un achat où on aurait investi sur 25 ans. On va le voir juste après. Ok, super. Et voilà, donc vraiment, moi je me veux positif par rapport à ça. Je ne maîtrise pas tous les éléments et je vais venir juste après pour justement vous mettre un tout petit warning sur les perspectives pour les prochains mois. Vous montrer finalement que même moi, j'ai pas toutes les cartes en main pour vous éclairer de manière 100% fiable. J'y viens juste après. Au niveau des éléments à retenir, on a une reprise qui était moins forte qu'attendue, des freins qui continuent de peser sur le marché et un marché locatif qui est toujours sous tension. Donc on verra comment ça évolue dans les prochaines semaines. Perspective vers un nouvel équilibre. Donc on a des incertitudes mondiales qui ont pesé sur les taux et qui font qu'ils fluctuent pas mal. 3 incertitudes politiques majeures à l'heure actuelle. L'instabilité gouvernementale. Le nouveau Premier ministre qui a été nommé récemment, on va voir quel gouvernement va être constitué, quels impacts ça va avoir. Pour l'instant, on ne sait pas. La dette souveraine élevée, ça ne nous a pas échappé, la France a une dette colossale, donc également un impact sur notre marché. Et aussi les incertitudes concernant la politique du logement. Bon, j'ai pas mis la partie Trump, Poutine, vous m'en voulez pas. Bon, vous avez compris que finalement, on a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas et dont on ne sait pas à l'heure actuelle quels impacts ça aura concrètement sur notre marché. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Pascal qui en a parlé, de la Banque centrale européenne qui a eu un rôle clé, notamment pour nous permettre d'avoir des taux d'intérêt qui restaient tout de même convenables, maîtriser les taux d'intérêt. Maintenant qu'on a une inflation qui s'est maîtrisée, ils ont mis fin à leur rôle d'amortisseur et maintenant les banques voilà, sont beaucoup plus, je veux dire, autonomes, mais peuvent elles-mêmes définir finalement les taux d'intérêt à proposer à leurs clients. Donc ça a comme impact que finalement les taux d'intérêt vont évoluer. Voilà, on verra dans quelle mesure, mais en tout cas la Banque centrale européenne n'accompagne plus à l'heure actuelle les banques. On a une légère augmentation à venir au niveau des taux d'intérêt. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique, parce que des taux d'intérêt à 3,25, 3,5, quand on compare à il y a un an, c'est tout à fait OK. Donc on sera en moyenne en France à 3,5 d'ici la fin de l'année. On aura du coup des conditions d'achat qui vont être plus favorables, avec un temps d'amortissement de l'achat qui va être légèrement inférieur et un pouvoir d'achat qui va être restauré. On l'a vu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on va quand même dans le bon sens, même si le marché semble un petit peu se complexifier du fait notamment des incertitudes politiques. Pour la fin de l'année, donc une évolution des prix de l'ordre de plus 1 à plus 2%, avec des transactions d'environ 925 000. Pour 2026, on prévoit encore une évolution des prix, de l'ordre de plus 2 à plus 3%, avec un nombre de transactions qui va continuer d'augmenter. Est-ce qu'on sera exactement à 960 000? Je n'ai aucune possibilité aujourd'hui de vous l'affirmer à 100%. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments du marché. Les élections également législatives à venir, c'est assez complexe, vous l'aurez compris. En tout cas, on sait qu'on va avoir un cycle haussier, plus de transactions, mais je n'ai pas de garantie absolue à 100% qu'on sera à 960 000. Peut-être qu'on sera à 945 000, 950 000, mais dans tous les cas, ce sera un bon marché qui sera toujours sain. Donc une reprise en 2025, plus de 900 000 transactions, des freins qui sont appelés progressivement à s'estomper, mais on a quand même des signaux qui sont encourageants. On a un pouvoir d'achat qui est restauré, on a des banques qui vont en théorie pouvoir prêter davantage, on a des acquéreurs, nous on le voit au niveau du trafic sur nos portails qui ne cesse de croître, d'accord, des demandes de contact qui se font de plus en plus, donc on a un marché vraiment qui va repartir, des transactions qui vont également repartir, des prix légèrement à la hausse et des taux d'intérêt qui vont un petit peu augmenter dans les prochaines semaines.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première partie assez conséquente du module marché? Non, c'est bon pour vous? Oui, nickel, ouais. Ouais. Ok. Très rapidement, je me connecte juste à mon MySology Pro pour vous faire un petit rappel très rapide. Donc, on avait vu en formation, pensez, si vous n'avez pas encore fait, à activer dans votre compte MySology Pro les notifications acquéreurs. Je ne suis pas sûre que vous l'avez tous fait. Vous cliquez pour cela sur vos initiales, donc en haut à droite, puis sur paramètres, d'accord? Et ensuite, vous créez sur notification. Pensez à en créer jusqu'à 10 si vous voulez être en avance par rapport aux autres sur le marché. Sachez que plutôt que d'attendre que les leads viennent à vous, que vos futurs acquéreurs potentiels vous contactent via vos annonces, vous pouvez avoir un coup d'avance en créant des notifications acquéreurs. Vous recevrez par mail leurs coordonnées. D'accord? Et vous serez donc notifié dès lors qu'un acquéreur aura un projet immobilier correspondant à l'un de votre bien. Je ne sais pas si je suis très claire, mais l'idée, c'est de pouvoir élargir votre réseau de contacts. D'accord? Donc, n'hésitez pas à bien le faire. Vous cliquez sur Créer notification. Vous renseignez votre adresse mail, l'intitulé de la notification, le code postal de votre secteur. Si vous voulez avoir des informations sur les personnes qui recherchent une maison en vente, vous mettez vente et maison. Et ensuite, vous cliquerez sur le bouton rouge enregistrer. On met notre adresse mail ou l'adresse mail de la personne qui correspond à cette recherche? En fait, la vôtre, vous mettez en adresse mail la boîte mail sur laquelle vous souhaitez recevoir les coordonnées de ces prospects. Moi, j'ai mis mon adresse mail professionnelle, j'ai mis un intitulé appartement 3 pièces, mais ça n'a pas d'impact sur la notification, le code postal, et ensuite un type de transaction, un type de bien. Voilà. Donc, vous mettez la boîte mail dans laquelle vous souhaitez être notifié du coup de ces prospects. Et c'est vous qui pilotez après. D'accord? Donc n'hésitez pas à en créer, vous pouvez aller jusqu'à 10. Donc c'est vraiment intéressant pour vous, vu que le marché repart, d'être, d'avoir un coup d'avance par rapport à ça et d'avoir finalement plus de contacts. C'est la seule chose que vous risquez. Donc voilà. Ok. On fera un petit point juste après ton intervention. Je couperai l'enregistrement et on fera un petit point sur nos expériences respectives concernant se loger. Et puis voilà, ce qu'on peut éventuellement améliorer, ou alors on fera ça juste après. Ouais. Alors, à moins que tu aies terminé. J'ai terminé en fait. On est bon. Ok. Donc, je vous ai mis à l'écran donc les coordonnées des 3 contacts chez Se Loger. N'hésitez pas à le noter. Et voilà, on reste à votre écoute bien évidemment pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir par la suite. Ok. Bon, bah écoute, je termine l'enregistrement et puis on se fait une petite séance spécifique juste ensuite. Ok?